Bonjour à tous. N'hésitez pas à me faire un retour dans le chat pour savoir si vous m'entendez correctement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans le chat ou dans l'idéal, dans la partie questions, en bas à droite quand vous êtes sur PC. De cette façon, toutes les questions sont regroupées au même endroit. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est blog. Quel est l'intérêt du blog? Comment est-ce qu'on se lance sur un blog? Quelles sont les bonnes pratiques? Quels sont les outils sympas à utiliser? Tout ça, pour pouvoir faire en sorte, on va pas se mentir, de tenter d'améliorer son référencement naturel. Bref, présentation de l'agence, comme d'habitude. L'agence Adverti, du coup, agence de communication spécialisée dans le web, basée à Troyes, au centre-ville de Troyes. On accompagne nos clients afin de développer leur activité et leur visibilité grâce au web. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on a différents pôles. Tout ce qui va être création et refonte de sites web, tout ce qui va être gestion de réseaux sociaux, qu'on appelle aussi donc du community management, gestion de comptes publicitaires sur ces réseaux sociaux, tout ce qui va être référencement, que ce soit référencement payant ou référencement naturel, tout ce qui va être, place de marché pour accompagner nos clients e-commerçants afin de développer leurs ventes, sur des places de marché comme Amazon, Cdiscount, ou autres. Tout ce qui va être également monde du mail afin d'envoyer, pour le compte de nos clients, tout ce qui est mailing, newsletter ou mettre en place même des scénarios de marketing automation afin d'aller plus loin avec l'utilisation de tout ce qui est mailing et newsletter. Enfin, on est également capable d'accompagner nos clients sur tout ce qui est audit ergonomique de site web afin de lever les freins potentiels qu'il peut y avoir en général sur des sites e-commerce et bien évidemment analyser tout ce qui est trafic de site web, entre autres avec des outils d'analytics. Bonjour Virginie, bonjour Céline. Heu, Hop. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir déjà juste pour qu'on soit tous raccords au niveau vocabulaire, la différence entre un site vitrine, un blog et une partie actu. Ensuite, quels sont les intérêts du blog, l'importance de la ligne éditoriale pour gagner du temps, pour être cohérent et cetera. Tout ce qui va être également mots-clés, choix des mots-clés, et enfin, quelles sont les bonnes pratiques pour rédiger non seulement pour ses lecteurs, mais aussi dans l'optique d'améliorer son référencement naturel qu'on appelle également le SEO. Je vous propose de commencer directement par le premier point, blog, site vitrine, partie actu. Parfois quand on fait des rendez-vous prospects à l'agence, au final tout se mélange un petit peu, parce que la demande n'est pas forcément bien formulée et en fait ce sont quand même 3 choses bien différentes. Le site vitrine à la base, il est composé de pages, classées par thématique, et en fait dont les dates de publication importent peu. Le contenu, il est fixe, il change rarement, il fait part de votre activité, de votre service, ce sont parfois des aussi pour des sites e-commerce, des fiches produits ou ce genre de choses, mais c'est vraiment, un site de présentation. Le blog, quant à lui, il est composé de ce qu'on appelle d'articles qui sont souvent classés par ordre chronologique. Je dirais même, pardon, par ordre antéchronologique, c'est-à-dire le plus récent, jusqu'au plus ancien. En général, donc le dernier article publié est le premier visible sur un blog. L'idée du blog, ça va être de démontrer votre expertise, de démontrer un savoir-faire et surtout de venir résoudre une problématique que les internautes peuvent se poser. J'insiste beaucoup sur le côté problématique. Initialement, dans les années 2000, le blog, c'était vraiment un site à part entière, du site vitrine, et la seule vocation du blog, c'était vraiment la publication d'articles. Aujourd'hui, dans 99 des cas, pour dans le monde de l'entreprise en tout cas, vous allez avoir le site vitrine qui va présenter l'activité et vous allez avoir un blog qui va être disponible au sein même de ce site vitrine, pour justement, ben, avoir un petit côté, mise à jour de contenu et cetera. Quelque chose en fait qui va venir compléter ce que vous présentez déjà sur votre site web. Et enfin la partie actualité, bien qu'elle est utile pour montrer tout ce qui est dynamisme d'une entreprise, en général, c'est plutôt constitué de brèves, d'articles relativement courts, qui rebondissent sur ce qu'on appelle des contenus chauds. C'est-à-dire des contenus, par exemple, je ne sais pas, vous êtes présent à un salon, la semaine prochaine, vous souhaitez en faire la promotion sur vo dans votre partie actu, parce que c'est l'actualité de votre entreprise. Il n'y a pas besoin de rédiger, un article qui fasse 1 500 mots pour expliquer votre présence au salon. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Du coup, l'idée de la partie actu, c'est plutôt, 2 choses, hein, du contenu chaud, c'est-à-dire que, bah, votre présence sur le salon, vous ne pouvez pas la relayer dans 6 mois, il faut que vous puissiez le faire dans les semaines précédant, votre présence sur ce salon. Et puis au final, tout ce qui va être référencement, taille de l'article, choix des mots-clés ou autre, dans une partie actu, on s'en fiche. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Parce que je n'en ai pas dans la partie, questions, mais surtout n'hésitez pas.
Tout est clair, super et ben on continue. Du coup, pourquoi faire un blog? Parce qu'aujourd'hui, ce sur quoi on va se focaliser, c'est sur la partie vraiment blog. La partie actualité, on vient de le voir, au final, elle va montrer le dynamisme de votre site, mais elle ne va pas avoir un intérêt pour le référencement naturel. Et l'idée aujourd'hui, c'est de réussir à faire le lien entre l'intérêt du blog pour votre référencement naturel. Donc différents intérêts, on l'a vu tout à l'heure. Apporter du contenu à valeur ajoutée sur votre site, c'est-à-dire en résolvant des problématiques que les internautes se posent, vous apportez du contenu à forte valeur ajoutée, pour qu'eux-mêmes puissent avancer dans leur réflexion. L'idée va être également de montrer votre expertise, votre expérience, de rassurer les visiteurs qui parcourent votre site et cetera. L'idée aussi, c'est de montrer que vous êtes actif et informé parce que parfois le côté, blog, l'idée ça va être de montrer que vous avez des compétences qui sont à jour et des connaissances qui sont à jour. Le côté actif, parce que je vous rappelle qu'un article de blog est systématiquement rattaché à une date. Donc, quand on se lance dans un blog, c'est aussi un engagement qu'on prend de se dire: «Ben, je vais publier de façon régulière sur mon blog» parce que, combien de fois j'ai vu des sites web où il y avait une section blog et le dernier article date d'il y a 2 ans. Moi, je fais partie d'une génération où quand on voit ça, on se dit: «La boîte a coulé depuis». Donc clairement, le blog aujourd'hui, si vous décidez de vous lancer sérieusement dedans, il faut jouer le jeu, c'est-à-dire être capable de publier de façon régulière. De façon régulière, ça ne veut pas dire forcément de façon fréquente, hein. La fréquence et la régularité sont 2 choses différentes. La fréquence, ce serait vraiment de s'imposer un rythme, un rythme qui est par exemple de 2-3 pardon, articles par semaine par exemple. Alors que du coup, en insistant sur la régularité, c'est plutôt de se dire: «Je vais dans le temps être capable d'assumer cette fréquence». Donc, je vais dans le temps être capable d'assumer la rédaction de 2 articles de blog par semaine ou de un article de blog par mois, par exemple. Plus ça commence à être un petit peu plus compliqué parce que, on le verra, l'idée, c'est d'avoir une certaine fréquence, c'est-à-dire que quand l'algorithme passe quand même sur votre site, qu'il puisse de façon assez régulière détecter du nouveau contenu, ce qu'on appelle du contenu frais. Et enfin, le dernier point pour l'intérêt d'avoir un blog, c'est vraiment de booster votre référencement naturel, afin de générer du trafic, dont des internautes, hein, supplémentaires sur votre site. L'idée toujours pareil, hein, c'est de gagner en visibilité sur les moteurs de recherche comme Google, Bing, Qwant et cetera. L'importance de la ligne éditoriale et du calendrier de publication. Ceux qui participent régulièrement à ces webinaires le savent, en web marketing, la ligne éditoriale et le calendrier de publication, on en parle tout le temps. Pourquoi? Parce que la ligne éditoriale va vous permettre de garantir une certaine consistance, une certaine cohérence dans le temps, parce qu'en fait, il s'agit du fil conducteur de votre blog et le calendrier de publication va vous permettre justement d'assumer cette régularité, heu, que vous devez vous imposer lorsque vous avez un blog. Donc qu'est-ce que c'est exactement la ligne éditoriale? Qu'est-ce qu'on y met dedans? En général, ça peut tout simplement être, même un document A4 de style Word, hein. On n'est pas obligé de faire un truc hyper complexe ou autre. L'idée, c'est vraiment vous poser et de vous dire: «OK, quels sont les objectifs de mon blog? Pourquoi est-ce que je vais décider de passer du temps à rédiger, des articles, à rédiger, oui, des articles qui vont résoudre des problématiques, de mes clients? Quel est l'intérêt, en fait, que je vais y trouver?» Parce que je vais y passer du temps et c'est du temps que je ne vais pas allouer à quelque chose d'autre. Donc il faut être relativement au clair sur le pourquoi. Ensuite, un bref rappel de vos cibles, permettra de vous assurer que les thématiques que vous allez choisir pour votre blog seront cohérentes avec, les personnes qui sont censées tomber sur votre blog. Le ton à adopter. Est-ce que vous êtes sur un ton, soutenu, sur un ton détendu, sur un ton factuel? L'idée, c'est de mettre des mots sur le ton que vous souhaitez adopter pour garantir une cohérence entre tous les articles de blog. Si vous faites un article très drôle avec, des gifs à plusieurs reprises dans l'article de blog et que l'article suivant, vous êtes très dans le factuel parce que vous parlez d'une loi, par exemple, ben, en fait, il va y avoir un décalage, pour l'internaute qui est en train de prendre connaissance de votre contenu. Donc le ton à adopter, on le met au clair dès le début. Qu'est-ce que vous faites des emojis? Qu'est-ce que vous faites des images? Et cetera. Et enfin, bien évidemment, on va aussi évoquer les thématiques que vous souhaitez traiter dans ce blog. Mettez-le au clair. Vous avez en général plusieurs thématiques, que vous souhaitez traiter au sein d'un blog, listez-les. La ligne, éditoriale vous permettra également de savoir si vous avez assez de contenu pour maintenir une régularité
dans vos publications, d'articles ou non. C'est-à-dire que si vous galérez déjà, ne serait-ce qu'à lister les thématiques, de sujets à enfin les thématiques à traiter, bon, ça vous donne quelques indications comme quoi ça va être compliqué dans la durée d'avoir des articles de blog très, très complets, et très réguliers. Et enfin, le calendrier de publication, qu'on retrouve aussi dans tout ce qui est gestion de réseaux sociaux au passage. Le calendrier de publication, l'idée c'est de vous organiser afin d'avoir de la visibilité sur le long terme sur les publications de vos articles, de blog. Pas besoin de se casser la tête pour ça, hein. Parfois, un simple Excel peut suffire. Vous avez aussi d'excellents outils en ligne, type Asana ou Trello, qui peuvent vous aider à vous organiser par rapport à votre calendrier de publication. Hop, je regarde rapidement dans le chat. Pas de questions, mais n'hésitez pas surtout. En général, quand on trouve la thématique de son article, vous allez avoir plein de personnes qui vont réagir différemment. Il y en a qui vont commencer à rédiger sous forme de liste à puces, il y en a qui vont se lancer parce qu'ils sont inspirés, il y en a qui vont, faire un petit peu de curation de contenu, il y en a qui vont décider plutôt de structurer l'article, non pas sous forme de liste à puces, mais de titres, de sous-titres. Il va y avoir plein de méthodes différentes au moment de la rédaction. En soi, il y en a pas de meilleurs que d'autres. Il y en a aussi qui vont passer par des schémas heuristiques, mais en soi, il y a pas de meilleure méthode que d'autres. Tout dépend de vous, de votre fonctionnement. Par contre, à un moment donné, on sera tous confrontés, à la même chose qui est celle de trouver des mots-clés. Parce que l'idée de rédiger du contenu pour votre blog, je vous rappelle que c'est que ce contenu puisse être lu, non seulement par les visiteurs de votre site, mais qui puisse aussi, faciliter, le comment dire? Qui puisse, aider à attirer du trafic sur votre site. Très souvent, les blogs, heu, qui ont été pensés pour le référencement naturel sont une source de trafic pour les entreprises. À ce titre-là, je vous invite d'ailleurs, j'en parle pas dans le support, je trouve qu'il y a une très belle marque qui utilise très, très bien la notion de blog, qui s'appelle Loom, Loom et c'est loom.fr et non pas .com. Je regarde rapidement en même temps. Exactement, loom.fr. C'est une marque de vêtements, vraiment éthiques et cetera et en fait, toute leur communication passe par 2 axes. Le premier, c'est les réseaux sociaux, mais que en mode organique et le deuxième, c'est le blog. Leur blog est extrêmement complet, enfin, il y a peu d'articles, mais des articles extrêmement complets, sur, justement le côté éthique dans la mode, sur le côté fabrication, de leurs produits, sur, tout plein de choses et aujourd'hui, leur blog est clairement une source de trafic, hein, c'est-à-dire qu'il leur attire des visiteurs qui derrière vont potentiellement découvrir les produits que la marque propose. Donc là, on a affaire vraiment, à une marque, dont le blog est un succès. Donc, au moment de chercher ces mots-clés, hein, donc de les trouver, l'idée est d'utiliser des outils, qui vont vous permettre de vous assurer que les premiers mots-clés auxquels vous aviez peut-être pensé sont bel et bien recherchés par votre cible. Pour ça, vous avez un outil qui est de celui de Google qui s'appelle le Google Keyword Planner, qui est aujourd'hui, intégré en fait dans la plateforme Google Ads. Avant, ça s'appelait Google Outils de planification de mots-clés. Ça a juste changé de nom en cours de route. Donc outil gratuit, par contre, il faut avoir un compte Google Ads, et il faut aussi, être un petit peu à l'aise avec l'interface et cetera, mais voilà, ça peut vous donner des premières idées. Vous avez aussi ensuite, SEMrush par exemple. Alors il y en a plein, d'outils en soi. Moi je vous en donne que quelques-uns. Il y en a énormément. Cherchez dans Google, ou en tout cas dans votre moteur de recherche, outils pour trouver vos mots-clés, outils, mots-clés SEO et cetera. Il y en a, des centaines si ce n'est des milliers. Donc, SEMrush, qui est un excellent outil également pour trouver des mots-clés, des suggestions de mots-clés et aussi donc la quantité de recherche mensuelle qui est fait sur chaque mot-clé. Answers the Public, alors je vous ai mis juste après quelques captures d'écran, donc on va pouvoir aller les décrypter ensemble, qui vous donne un arbre de mots-clés. Vous avez également Ubersuggest, vous avez Spyfoo et cetera, qui vont justement venir enrichir votre réflexion, non seulement autour du mot-clé principal que vous avez saisi, mais aussi autour de questions, complémentaires à ce mot-clé-là. Parce que je vous rappelle que l'idée d'un blog, c'est de résoudre des problématiques. Ne vous focalisez pas sur la notion de mot-clé, mais bien de champ lexical.
Ça, c'est une erreur qui a été très, très fréquente, surtout dans les années, début des années 2010, parce qu'en fait, plus vous répétiez 2 fois le mot-clé dans votre article de blog, plus potentiellement cet article de blog allait être bien référencé dans les moteurs de recherche. Aujourd'hui, c'est plus du tout une réalité. Il y a d'autres réalités donc qu'on va évoquer tout à l'heure, mais le fait de répéter, énormément votre mot-clé et cetera, vous courez plus de chances d'être pénalisé que de chances d'en tirer des bénéfices. Donc aujourd'hui, dans le choix des mots-clés, on fait attention. Vous pouvez avoir un mot-clé prioritaire et puis éventuellement un mot-clé secondaire, pourquoi pas? Heu, mais on y va avec parcimonie et surtout on met plutôt ces mots-clés, dans des bons endroits, plutôt que, dans une répétition, intense. Bien évidemment, je balaye tout de suite également, les personnes qui se diraient, les mots-clés, je les répète, en blanc, sur un fond blanc, et puis dans ce cas-là, je vais tenter de viser la première position sur la page de Google. Ça, c'est quelque chose qui a depuis très, très longtemps, été, pénalisé, donc je vous encourage à ne plus, du tout faire ce genre de pratique, loin de là. Aujourd'hui, on joue fair play avec les règles du jeu qu'on connaît. Donc quels sont les outils que j'ai choisi de vous montrer en capture d'écran? Les 3 que j'ai choisis, donc Google Keyword Planner, qui est un outil donc, je disais tout à l'heure de Google Ads, qui se présente sous cette forme-là. Donc on voit pas très bien, mais là, par exemple, la requête, c'est pantalon de travail et l'outil va regarder ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois avec cette requête-là et il me sort dans un premier temps un graphe pour voir s'il y a un semblant de saisonnalité. Donc on voit que clairement, ben, dès que les jours un petit peu plus frileux arrivent, les personnes qui ont besoin de ce genre de pantalons, sont prêtes à réinvestir parce qu'on voit qu'en septembre, octobre, novembre, on a quand même, quasiment 2 fois plus de requêtes que, entre, mai et août, par exemple. Donc ça, c'est pour détecter une saisonnalité, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, vous avez un tableau, qui apparaît et qui indique le nombre de recherches mensuelles autour de ce mot-clé-là. Alors attention, parce que c'est vraiment ce mot-clé-là exactement. Je m'explique. Là, par exemple, alors je suis désolée, vous ne voyez pas très bien, mais par exemple, pantalon de travail, aujourd'hui, a un nombre de requêtes mensuelles qui s'élève à 14 500. C'est-à-dire que à peu près 14 500 personnes par mois, font cette recherche. Le truc, c'est que si je mets pantalon de travail au pluriel, ben, c'est un autre mot-clé. Donc, vous allez avoir le chiffre qui va changer. Un autre mot-clé, ça va être par exemple acheter pantalon de travail. Ça, je vais avoir un autre chiffre qui va apparaître, c'est un autre mot-clé également. Donc, l'idée du keyword planner, ça va être de vous indiquer est-ce que ce mot-clé est recherché ou pas, et quelles sont les autres idées que je peux avoir autour de ce mot-clé-là. L'idée aussi, c'est pas de se dire 14 500 personnes exactement. C'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre ce chiffre-là. Il faut plutôt se dire que c'est à prendre avec des pincettes et moi, je dis toujours, l'idée, c'est plutôt de se dire que, pantalon de travail homme qui aujourd'hui, génère 3 500, requêtes mensuelles est moins recherché que pantalon de travail tout court. C'est plutôt comme ça qu'il faut le percevoir. Hem, L'outil vous donne également un aperçu de la concurrence, ce qui est pas mal parce que c'est une concurrence qui relève du monde de Google Ads. Mais par contre, s'il y a beaucoup de monde en Google Ads, on peut supposer aussi qu'en référencement naturel, ça peut être compliqué. Donc la colonne concurrence est intéressante par rapport à ça. Autre outil que je vous présente, SEMrush avec son outil Keyword Magic Tool, qui est un outil, clairement, hyper similaire, au Google Keyword Planner, mais qui a une disposition différente et qui est, pour des personnes qui auraient tendance à travailler régulièrement avec cet outil, qui est plus facile à appréhender, je trouve et qui va un petit peu plus loin aussi. Donc là, pareil, hein, des idées de mots-clés, combien de fois c'est recherché dans le mois, donc le nombre d'internautes qui font cette recherche, et est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas? La concurrence chez SEMrush, ça s'appelle la Keyword Difficulty. C'est la colonne KD que vous voyez juste après les petits graphes, bleus, et qui vous indique sur une échelle de 100 quelle est la concurrence sur ce mot-clé-là et ça vous indique justement est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. En général, au-delà de 60-70, on se dit: «Ah, ça commence à être compliqué pour ce mot-clé-là». Un autre outil qui pour le coup est complètement différent et celui-là est aussi, au même titre que Google Keyword Planner, gratuit. C'est pas le cas de SEMrush que je viens tout juste de vous présenter. L'idée d'un source de public, c'est pas d'insister sur le côté, nombre de requêtes mensuelles, mais d'insister sur le côté problématique. Quelles sont les questions
que votre cible se pose et auxquelles vous avez la réponse et sur lesquelles donc il serait intéressant de faire un article de blog. L'idée, hein, d'un blog et d'un article de blog, faut garder en tête que c'est quand même de lâcher de l'info. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas être avare en contenu. L'idée, c'est de se dire: «Je fournis du contenu à valeur ajoutée à la personne qui me lit, dans l'optique qu'elle me considère comme experte sur mon sujet et qu'elle a ensuite envie de me contacter ou de contacter mon entreprise ou d'acheter sur mon site si je suis un site e-commerce et cetera». Donc là, l'idée d'Answer the Public, c'est de se dire, à partir des fameuses questions, QQO, QQCP, quelles sont les questions autour du terme pantalon de travail que les gens recherchent? Comment taille un pantalon de travail? Combien de temps dure un pantalon de travail? Hem, Pantalon de travail, enfin voilà, j'arrive même pas à lire moi-même ma capture d'écran ici. Donc vraiment, toutes les questions qu'il pourrait y avoir autour du pantalon de travail dans cet exemple-là. L'idée, ce n'est pas forcément dans un seul et même article de venir répondre à toutes ces questions. Alors parfois, oui, on va avoir des articles de blog qui vont être distincts. On va choisir, hem, une problématique à traiter par article et parfois ça ne va pas bien s'y prêter et on va décider de regrouper plusieurs questions au sein d'un même article. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un client qu'on accompagne sur, donc c'est un e-commerçant qui est dans le secteur des compléments alimentaires. Typiquement, quand on prend, l'un de ces compléments alimentaires, en général, on va tenter de répondre à plusieurs questions en même temps parce que les gens se posent des questions du type: «Quels sont les effets secondaires? Quelles sont les contre-indications? Quels sont les bienfaits?» Et cetera. Et en fait, au final, avoir un article de blog sur, quelles sont les contre-indications de prendre de la vitamine C, par exemple, ça va être un article de blog qui va être très, très court, parce qu'on va avoir une liste à puces, de, 4 ou 5 choses, voilà, 5 ou c 4 ou 5 aspects qui nous font dire: «Ben, prends pas de vitamine C», par exemple, et là, ça va être un article qui va être beaucoup trop court, qui ne représente pas suffisamment de valeur ajoutée pour l'internaute et pas suffisamment de valeur ajoutée non plus, pour les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, il faut vraiment avoir conscience qu'ils aiment les articles et les pages de sites, hein, d'ailleurs aussi, où il y a du contenu. Donc, les articles, ben, du type actu, où tu fais un article avec, 3 paragraphes par exemple, c'est pas du tout suffisant pour espérer quoi que ce soit en termes de référencement naturel. Nouvelle partie du coup, je regarde rapidement si, vous avez des questions. N'hésitez pas surtout, hein, à les poser, soit j'y réponds pendant ou enfin d'ailleurs j'y réponds tout le temps pendant, donc n'hésitez pas. Bien rédiger pour ses lecteurs et son SEO. En fait, quand on commence à rédiger pour le référencement naturel, le premier piège dans lequel on peut tomber, c'est de ne plus penser qu'aux moteurs de recherche et plus particulièrement qu'à Google. Heu, En fait, c'est dommage parce que, l'idée, c'est en effet de séduire les moteurs de recherche, mais c'est quand même surtout d'attirer des personnes, qui vont vouloir poursuivre leur lecture, soit sur votre blog ou même découvrir votre site. Donc premier point, en tout cas, c'est déjà d'insister sur le côté, lisibilité. N'hésitez pas à utiliser des paragraphes, à bien utiliser la notion de titre, de sous-titre, à aérer votre texte, à mettre des images, pourquoi pas des vidéos, pour casser aussi la monotonie d'un texte. L'idée aussi, c'est toujours d'opter pour des phrases relativement courtes, parce que, c'est vraiment, comment dire? Les phrases courtes, en fait, facilitent la lecture, pour les personnes qui vous découvrent et en plus, si les personnes prennent une, connaissance de votre blog sur mobile, encore plus. Donc en gros, quelles sont les bonnes pratiques qu'on va avoir outre la lisibilité? Heu, on l'a dit tout à l'heure, l'idée de structurer votre contenu avec des titres et des sous-titres est hyper importante pour le lecteur, mais en référencement naturel, ça l'est également. En référencement naturel, c'est ce qu'on appelle des balises et ce sont des balises HN. Les balises HN vont du H1 au H6 et sont censées structurer votre article. Un H1, vous ne pouvez en avoir qu'un sur une page, si celle-ci est bien faite et a plus de poids, plus d'importance qu'une balise H2. Une balise H2, vous pouvez en avoir plusieurs, par contre, pour le coup, sur une page, va avoir plus de poids, plus d'importance qu'une balise H3 et ainsi de suite jusqu'à H6. L'idée, c'est de faciliter la compréhension de votre article pour le moteur de recherche, en plus d'être facile à comprendre pour l'internaute. Hem
Vous l'aurez compris, une fois que vous aurez opté pour, vos mots-clés, l'idée ça va être de caser ces mots-clés dans des endroits spécifiques, dont les balises à chaîne. Enfin, vous avez également tout ce qui va être balise alt, pour tout ce qui est image. La balise alt, à la base, elle a été pensée pour les personnes, qui sont malvoyantes et qui vont utiliser des, je ne sais plus comment ça s'appelle, des machines qui vont lire le texte, pardon, qui est présent sur une page web. Donc en fait, ces machines-là ont besoin de la balise alt, donc de la balise alternative, pour, décrire le texte à la personne malvoyante. L'idée, a été au fil des années de se servir également de cette balise alt pour, dans la description de l'image, y intégrer un mot-clé. Pourquoi pas? Aujourd'hui, en plus, cette balise alt va être utile également pour le référencement sur Google Images, par exemple, ou Bing Images. Donc, pourquoi pas après ne pas, surabuser de cette, fonctionnalité-là, non plus, enfin de cette balise-là. L'autre balise et que je crois que je n'ai pas mis du tout, et qui pourtant est très importante, c'est la balise title. C'est même la balise la plus importante, pour, de votre article. La balise title, ça va être la balise qui va apparaître, sur la page de résultats de recherche. Ça va être le titre tout simplement. Donc si je fais une recherche pantalon de travail sur Google, je vais avoir mes 10 résultats naturels. La balise title, ça va être le titre de la page vers laquelle je vais être renvoyée si je clique. Donc la balise title, hyper, hyper importante en référencement naturel et bien évidemment, celle-ci doit absolument contenir votre mot-clé phare. Hem, Toujours, donc dans l'idée d'optimiser son article de blog, n'hésitez pas à mettre des images, c'est ce que je vous disais. N'hésitez pas également à mettre des liens. Des liens externes, donc des liens externes à votre site, mais aussi des liens internes à votre site. Ça, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. L'idée, c'est de réussir à relier de façon intelligente vos articles de blog entre eux. Exemple, dans votre article, vous évoquez un peu une référence à un sujet que vous avez déjà évoqué il y a 6 mois dans un autre article de blog. N'hésitez pas à faire un lien directement depuis votre article de blog vers l'article de blog que vous avez créé il y a 6 mois. L'idée est également de faire donc des liens externes à votre site. Là, on pourrait dire: «Bah, ouais, mais c'est pas logique parce que j'attire du monde sur mon site et puis au final, je vais le renvoyer vers le site de quelqu'un d'autre». Malheureusement, oui. Par contre, un site et en fait, il faut garder en tête qu'un site qui ne va faire des liens que intra-site, parce que justement on cherche à garder l'internaute, c'est contraire en fait au jeu, que souhaitent mettre en place les moteurs de recherche qui ont besoin, pour le référencement naturel, pour l'évaluation du positionnement des sites, d'avoir, comment dire? Des liens, externes en fait qui pointent vers d'autres liens. Je vous rappelle, hein, les 3 grandes familles de critères en référencement naturel. Vous allez avoir la partie technique, la partie contenu qu'on est en train de voir ensemble et la partie netlinking, c'est-à-dire la recherche de liens externes. Donc si tous les sites ne font pas de liens externes vers d'autres sites, en fait la partie, la 3e partie, elle tombe à l'eau et en fait cette 3e partie, les moteurs de recherche en ont quand même besoin pour évaluer. Pour, oui, évaluer le positionnement que le moteur de recherche va attribuer à un site. Donc lien externe obligatoire aussi. Hem Et enfin aussi en termes de balises, n'hésitez pas à remplir votre balise Open Graph. Ça c'est pour les réseaux sociaux, principalement là pour Facebook, mais par défaut elle peut être choisie aussi pour d'autres réseaux sociaux. Ça n'influe pas, directement sur le référencement naturel. Par contre, ben, ça va faciliter le partage sur les réseaux sociaux si celle-ci est bien faite. En général, si vous ne retravaillez pas la balise Open Graph, ça va être une image un peu prise au hasard, de votre page qui va être choisie. Ça va être du texte un peu pris au hasard qui va être choisi et au final, la personne qui va vouloir partager cet article de blog sur ses réseaux sociaux va se retrouver avec un aperçu juste moche. Donc autant vous dire qu'elle va être un petit peu refroidie à l'idée de partager votre contenu sur ses réseaux sociaux. Donc travailler cette balise Open Graph, franchement, ça prend 1 minute, et si ça peut faciliter un petit peu le bouche à oreille ou, en tout cas le côté un petit peu buzz de votre article, ça peut, c'est toujours ça de prix. Toujours pas de questions? Je continue. Donc, la balise title et métadescription, si par exemple vous êtes sur un CMS comme WordPress, qui à la base en plus, est vraiment pensé pour les articles de blog et cetera, WordPress, vous pouvez travailler avec des outils type Yoast SEO, SEO Press, ce genre de choses et vous obtenez ce genre d'aperçu.
En gros, ces extensions-là, enfin ces plugins-là vont vous demander, de prendre soin, ben, de votre balise de titre, donc la balise title dont je parlais qui est hyper importante. Ils vont vous faire retravailler votre URL afin que cette URL puisse être propre, ça aussi c'est important. On en reparle juste après et ils vont vous demander également de prendre soin de votre balise méta description parce que même si la balise méta description n'est plus prise en compte aujourd'hui, pour le référencement naturel, l'idée, c'est, pour l'internaute qui découvre, cette balise-là, sur la page de résultats de recherche, de se dire: «Ah, bah, en fait, le contenu que je vais trouver sur ce site-là va répondre à ma question». Donc ça va jouer sur le taux de clic de la page de moteur de recherche jusqu'à votre site. Donc on en prend soin aussi. Virginie, oui, je peux redire le nom des plugins complètement. Je vais même les écrire. Vous avez Yoast SEO, SEO Press, qui sont, on va dire, les 2 principaux que je vous encourage à installer si vous êtes sur WordPress. Hem, on a Yann qui nous dit: «Est-ce que les plans payants des plugins WordPress sont incontournables?» En vrai, pas forcément. Tout dépend, en fait, de vos besoins et tout dépend des outils complémentaires que vous utilisez. Hem, on a longtemps travaillé avec Yoast SEO. Là, on est en train de voir pour plutôt SEO Press sur un certain nombre de sites. On est sur la version gratuite de ces outils-là. Après, c'est vrai que c'est parce qu'on utilise d'autres outils complémentaires aussi, donc voilà. N'hésitez pas à regarder, ils ont en général des tableaux de pricing qui sont faits. Quelles sont les caractéristiques où vous vous dites: «Non mais là, ça vaut clairement le coup de payer, quelques euros par mois pour avoir cette fonctionnalité-là en plus». Séverine nous demande: «La balise Open Graph, elle se trouve où? Dans l'outil Yoast, par exemple?» Ben, typiquement dans les outils que je viens de citer, ils vous en parlent de la balise Open Graph. Là, sur la capture d'écran que vous avez, par exemple, sur le support, ça va être le 2e icône bleue que vous avez, en fait, hein. Là, il va vous demander d'insérer une image, il va vous demander, de prendre soin de votre titre et de l'aperçu, du texte que les internautes pourraient avoir. Donc, c'est vrai que là, c'est beaucoup tourné sur WordPress. Si par exemple, vous avez aussi un site sur mesure, en général, les développeurs, demandent toujours, ben, voilà, quelle est la balise title, quelle est la balise, méta description que vous voulez ajouter et la balise Open Graph également. Je continue du coup, toujours pour le référencement, l'idée, on l'a vu tout à l'heure, c'est de rédiger des articles qui sont complets. Des articles qui sont trop courts, moins de 600 mots, vous ne pouvez rien en espérer en termes de référencement naturel. C'est-à-dire, 600 mots, il faut quand même s'imaginer, c'est quand même, une page Word plus un paragraphe. Donc, une page Word et puis quasiment un quart de page, après. C'est pas rien. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, avoir un blog, oui, pardon, qui est pensé pour le référencement naturel, clairement, ça va vous prendre du temps. Donc n'hésitez pas à avoir un rythme qui soit un peu plus léger, mais qui vous permette en fait d'avoir des articles qui soient beaucoup plus complets. Hem Il y a des études qui sortent très, très souvent, et il y en a une qui m'avait marquée, hein, parce que le chiffre était assez impressionnant. Ils avaient pris des milliers de requêtes et ils avaient regardé les 10 premiers résultats de la page, de moteur de recherche et quasiment systématiquement, c'était des pages où il y avait au moins 2 500 mots, dans les pages. 2 500 mots, enfin, pour vous donner un aperçu, je vous ai dit 600 mots, c'est une page et un quart de page, Word. 2 500, j'ose même pas faire le le calcul, pour vous donner un aperçu de ce que c'est. Donc c'est vraiment des articles très, très complets. Et si je reprends l'exemple de loom.fr que j'ai pris tout à l'heure, qui a un blog, pour le coup, c'est un petit peu irrégulier, c'est peut-être plutôt une fois par trimestre. Les articles sont cependant très bien référencés, très bien positionnés, parce qu'on a là affaire à des articles très, très complets. Gardez en tête qu'il n'y a plus vraiment de notion de mots-clés, en tant que telle, mais plutôt une notion de champ sémantique. Aujourd'hui, par exemple, quand vous parlez de pantalon de travail, si je reprends l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, le moteur de recherche s'attend à trouver, des termes complémentaires. Il s'attend à trouver, ben, les termes, taille, guide des tailles, les termes hiver, les termes, coton, les termes parce qu'en fait, il a besoin de tout un champ sémantique autour. Donc vraiment, on est plus sur un mot-clé qu'on doit répéter ad vitam aeternam, mais sur un champ sémantique à travailler.
Parfois aussi, vous allez avoir certaines entreprises qui vont avoir des personnes en interne qui vont être à l'aise dans la rédaction et d'autres, qui vont choisir de déléguer la rédaction de leurs articles à des professionnels. Aujourd'hui, vous avez un métier qui s'appelle rédacteur web ou rédactrice web, qui vise en fait à accompagner les entreprises, les freelances et cetera, dans la rédaction de leur contenu. Vous avez des rédacteurs aujourd'hui qui sont spécialisés dans plein de sujets, hyper variés, et l'idée, c'est justement de vous soulager sur cette partie-là, sur la partie, recherche de mots-clés, sur la partie structuration de l'article, sur la partie création du contenu. Tout à l'heure, je vous l'évoquais aussi, autre point à faire attention lorsqu'on prend soin de son référencement naturel grâce à un blog, c'est les URL. Par défaut, très souvent dans les CMS, lorsque vous créez une nouvelle page, les URL ne sont pas propres. Ce que j'entends par pas propre, c'est que sur certains CMS, vous allez avoir des lettres et des chiffres qui vont apparaître, vous dans d'autres, vous allez avoir, lorsque vous dupliquez une page, vous allez avoir des tirets de, enfin voilà, c'est jamais très propre. L'idée, c'est d'avoir une URL qui reflète le titre de votre article, mais dans lequel vous allez enlever les mots de liaison, les déterminants, en fait les petits mots, qui servent à rien, tout simplement. Hem, donc prenez soin aussi de vos URL. Et enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, bien prendre soin donc des balises title et des balises enfin de la balise title de votre page et de la balise méta description qui l'accompagne. Autre petit plugin et extension bien utile, donc je reviens pas dessus, mais en tout cas sur WordPress, Yoast et SEO Press, il y a une extension Chrome que j'adore qui s'appelle Web Developer, qui à la base est fait pour les développeurs, mais qui a une fonctionnalité qui s'appelle View Document Outline et qui vous permet d'avoir la capture d'écran que je vous ai faite sur cet écran, heu, qui nous permet en fait de voir comment est structuré l'article, en termes de balises. Donc là, vous avez H1, service d'assistance à la personne dans l'aube, H2, SAP10, une équipe de professionnels à votre service, H3, 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 et cetera. Ça vous permet de détecter facilement et visuellement quelle est la structure de votre site et vous voir s'il y a des problèmes ou pas avec celle-ci. Autre, extension bien utile, l'extension Chrome, SEO Meta in one click. Cette extension-là, elle pourrait être un petit peu rébarbative avec l'outil web développeur, mais moi je trouve que enfin je les utilise pour 2 choses différentes. Cette extension-là, elle va me permettre de détecter, très rapidement quelle est la balise méta description, s'il y a une canonical sur cette page, si éventuellement, la page est mal référencée en termes de langue et de pays et cetera. Donc vraiment, on peut passer sur plusieurs pages d'un site, l'activer et avoir cet aperçu-là. Ça va vous donner également un aperçu, de la balise Open Graph, un aperçu des liens internes et externes qui sont présents sur cette page et comme vous le voyez également sur cette capture d'écran, ça vous fait aussi un rappel de la structure de votre page pour s'apercevoir si au niveau des balises HN, on est bon ou pas. Donc là, par exemple, sur cette page-là, on a, une balise HN, 5 balises H2, 15 balises H3, donc on est plutôt OK. Et bien évidemment, quand on commence à avoir un blog et qu'on souhaite en mesurer les résultats, il y a d'autres outils qui vont être très intéressants. J'en parle pas, mais vous allez bien évidemment avoir les outils d'analytics, type Google Analytics, type Plausible, type Matomo, et cetera, qui sont encore plus respectueux du RGPD que Google Analytics au passage, qui vont vous permettre en fait de constater l'évolution du nombre d'internautes qui se sont rendus sur votre site, pardon, et vous allez avoir d'autres outils qui vont vous permettre de suivre l'évolution de la position de votre article de blog par rapport aux mots-clés que vous visiez. Exemple, Monitorrank, SEMrush qu'on a déjà pu évoquer, Ahref, SERanking, etc. Là, l'idée, c'est de choisir ces mots-clés, ces outils-là, qui en général sont payants. Monitorrank n'est pas très cher à la différence, par exemple, de SEMrush. SERanking aussi n'est pas très cher de mémoire. On doit parler d'une petite dizaine d'euros par mois. Heu, Monitorrank d'ailleurs, c'est au nombre de mots-clés, je crois, plutôt. Et en fait, vous allez dire: «Bah, OK, je viens de rédiger un article hyper complet sur, ben, tel sujet. Ma requête principale, enfin le mot-clé vraiment que je visais, c'est celui-là. Les mots-clés complémentaires qui m'intéressaient, c'est ceux-là. Je les rentre dans l'outil et l'outil, dans la durée, va me permettre de voir si j'ai une amélioration de la position de mon article de blog ou pas».
Et pour terminer, du coup, en conclusion, l'idée, c'est vraiment de vous focaliser sur la qualité de vos contenus plutôt que sur la quantité. L'idée, c'est de résoudre des problématiques que les internautes se posent. Quelles sont les questions qu'ils se posent? Faites des contenus qui soient assez longs. On l'a vu, les contenus courts ne seront pas bien référencés, c'est sûr. Gardez en tête que le référencement naturel n'est qu'une compétition avec vos concurrents. C'est-à-dire que quand je dis, par exemple, faites des contenus assez longs, si vous faites 500 mots, ça suffira pas. En fait, si personne n'a jamais traité cette thématique-là, parce que vous êtes sur une thématique de niche, qu'il y a que vous, et il y a un petit peu de requêtes, parce que les gens commencent à se poser cette question-là, bon, ben, typiquement, si vous n'avez pas de concurrent en face, vous allez être bien référencé quand même. Vous allez être bien positionné plutôt. Donc l'idée, c'est de garder en tête que, c'est de faire mieux, que vos concurrents, sur les mêmes recherches potentiellement. Et enfin, afin de voir quand même les résultats des efforts fournis, n'hésitez pas à suivre l'évolution de votre trafic, mais aussi à suivre l'évolution, de votre positionnement grâce à des outils tierces et éventuellement à réajuster votre stratégie de blog si besoin. Parfois, on s'est lancé dans quelque chose, qui soit au final n'est pas réaliste, qui soit est trop chronophage et on ne s'y attendait pas, ou alors, en fait, ces thématiques-là sont déjà traitées par 1001 autres articles de blog ou de sites d'entreprise ou autres et on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être pas le bon canal de communication pour soi et qu'il faut peut-être mieux allouer son temps sur d'autres canaux de communication. Ça aussi, ça peut être une conclusion que vous pourriez tirer après avoir testé, la stratégie de blogging. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas parce que sinon, ce webinaire touche à sa fin. Comme vous le savez, nos webinaires ont tout le temps pour durer, 3/4 d'heure afin que vous ayez de l'information à forte valeur ajoutée quand vous veniez. On perd pas notre temps sur des trucs, à blablater, on va directement à l'essentiel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste quelques minutes. On a Virginie et Yann entre autres qui sont en train de saisir quelque chose. Pas de questions dans l'immédiat, Virginie, super. Séverine nous dit: «Il n'y a plus qu'à». En effet, réfléchissez bien avant de vous lancer. Faites le point, ligne éditoriale, calendrier de publication, rédaction du premier article et même dans l'idéal, rédaction de plusieurs articles. Prenez de l'avance. Ça, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais prenez de l'avance, surtout si vous rebondissez sur des choses qui sont un peu des contenus froids, ou au final, que vous le publiez en mars 2022 ou en avril 2022, ça ne change rien, n'hésitez pas. Super et ben, s'il y a pas de questions, je vous souhaite à tous une très belle journée, et une très belle fin de semaine. Bonne journée, au revoir.